Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et on va aujourd'hui faire un truc un peu différent de d'habitude, parce qu'au lieu de vous parler d'un événement historique ou d'un élément d'histoire, là je vais vous parler d'un concept qui est utilisé en histoire du très contemporain, c'est-à-dire les événements dont l'on a des témoins, et c'est le concept de lexique primaire et de lexique secondaire. C'est-à-dire que c'est l'idée que des témoins d'un événement n'utiliseront pas le même lexique pour parler de l'événement vécu en fonction de s'ils en témoignent juste après, aussi ils en témoignent longtemps après. Et ce principe a par exemple été mis en évidence dans une étude sur les témoignages de la Shoah. Il y a une équipe de chercheurs qui ont pris un corpus de textes, de témoignages de personnes qui ont vécu la Shoah, et ils ont isolé ce corpus, enfin ils ont séparé ce corpus en trois sous-corpus. Un sous-corpus 1945, 46, 47, donc vraiment à la sortie de la guerre, donc les gens ils en parlent à chaud, un corpus des années 70, 80, 90, intermédiaire, et puis un troisième sous-corpus des années 2000-2010. Ensuite, à partir de ce corpus, ils ont fait des statistiques. Ils ont déjà compté enfin compté, ils n'ont pas compté à la main, il y a des logiciels qui ont aidé, ils ont compté le nombre de mots, enfin le nombre que chaque mot était utilisé, le nombre de fois qu'un mot était utilisé dans le corpus de texte. Puis ensuite, ils ont donc calculé combien de fois il devrait être utilisé dans chaque sous-corpus s'il était réparti de manière équilibrée, en fonction du coup du nombre de mots total du sous-corpus dans le corpus entier, et ils ont comparé avec le nombre de fois où il était réellement utilisé. Et cela permet d'identifier des sous-utilisations, des surutilisations en fonction de la période du témoignage. Bon, il a également fallu analyser texte par texte pour voir s'il n'y avait pas un texte qui sortait du lot. Par exemple, si le mot valise est surutilisé dans un sous-corpus, mais que c'est parce qu'un texte l'utilise énormément, plus que tous les autres, ça fausse forcément le résultat. Surtout qu'il il travaille sur 20 textes, donc entre 5 et 8 textes par sous-corpus. Donc, un texte isolé peut fausser tout un sous-corpus. Donc, ils ont quand même fait cette vérification texte par texte avant. Et à partir de là, ils ont pu déterminer quels étaient les mots qui étaient utilisés à la sortie de l'événement traumatique, et les mots qui étaient utilisés plus tard. Donc le lexique primaire, ils ont pu constater qu'il était composé de mots associés aux besoins, associés au ressenti. Donc la faim, le froid, le besoin de pain, de soupe, le besoin de couverture, également associés à la souffrance, à la douleur. Il parle de blessures, il parle de coups. Les parties du corps sont pas mal évoquées également, souvent associées à ce qui est subi. Des références au quotidien, au lever, au coucher. Et alors qu'au contraire, lorsqu'on étudie les corpus des années 2000-2010, on voit que les mots utilisés ont pas mal évolué. On voit beaucoup plus de références, par exemple, à des concepts géopolitiques. Le mot zone libre, enfin, l'ensemble de mots zone libre, guerre, Shoah, nazi, tout ça, c'est beaucoup plus utilisé. Les références au pays également, les références à la religion, à la nationalité, sont beaucoup plus utilisées. Et il y a une sorte, en fait, du coup, d'utilisation des mots utilisés en histoire, des mots scientifiques, dans ces témoignages plus tardifs. Et donc, on voit que les témoins parlent en utilisant les mots qui ont été utilisés par les historiens de leur vécu. Il y a donc une reconstitution, une reconstruction de leur témoignage à partir de tout ce qui s'est fait entre le moment de l'événement et le moment où ils témoignent. Autre chose qu'on remarque également, c'est une utilisation plus importante des termes reliés à la famille. Le mot famille déjà, mais père, mère, frère, sœur, enfant, etc. Et ce qui était assez peu utilisé lors des témoignages juste à la sortie de la guerre, parce que souvent les familles étant séparées, le vécu de la personne durant la Shoah était pas lié à celui de sa famille. Alors que par la suite, les familles qui ont pu retrouver les autres survivants ont pu partager leurs témoignages, donc déjà reconstituer un ensemble, mais également le transmettre. Souvent, il y a une transmission aux descendants du vécu de ce témoignage, ce qui en fait non plus un témoignage personnel, mais une sorte de roman de famille. C'est l'histoire de la famille. Et donc, dans le témoignage, il y a une reconstitution de cet aspect familial en disant plus ce que la famille a vécu. Et globalement, moi, c'est que le témoignage devient plus collectif quand il est plus tardif, alors que le témoignage primaire est plus personnel. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler donc de cette analyse.
de cette étude qui a été faite et qui montre du coup voilà, que la manière dont un événement est vu et dont un événement est relaté, le même événement par les mêmes personnes peut être relaté de manière différente en fonction du moment où le témoignage est fait. Et que donc l'événement et la vision de l'événement se construit progressivement et qu'elle évolue. Et on peut prendre d'autres exemples, hein. Par exemple, la question de l'occupation de la France sous l'occupation, de la collaboration, tout ça a évolué. On est passé d'une vision résistentialiste où la majorité des Français auraient résisté et que les collabos étaient minoritaires. Puis ensuite, on a une vision d'une France majoritairement collaborationniste. Et puis ensuite, on a eu des visions plus contrastées où on se rend compte qu'au final, il y avait une minorité de résistants, une minorité de collabos et une majorité de gens qui ne résistaient pas, mais n'étaient pas non plus vraiment à collaborer. Ils toléraient la présence des Allemands, mais ne les soutenaient pas, ne dénonçaient pas les résistants lorsqu'ils savaient où ils étaient. Et donc voilà, là aussi, ça montre que la manière dont on va parler de cet événement-là a évolué. Et évoluera sûrement peut-être encore. Donc voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, si ça vous a plu. Au revoir tout le monde.